durant les premières années d'écriture. La, la dégaine de Doflamingo. Je crois que c'est un des meilleurs passages de Doflamingo. Wesh, comment il marche et tout. Ça m'éclate. Up donc. On continue avec la dernière vidéo. Ça va être la vidéo de... comment il s'appelle du Mont Corvo. Donc là maintenant, on va enfin parler de tout ce qui est... monde de One Piece au niveau des amiraux. Est-ce que les amiraux vont retourner leur veste pour rejoindre, je dirais pas l'équipage de Luffy, mais le côté de Luffy, on va dire le bien. Est-ce qu'ils vont rejoindre le bien? On va en parler profondément. Je suis pas de cet avis, mais je vous expliquerai tous les tenants et tous les aboutissants au fil de la vidéo. Donc je vous laisse regarder le début et ensuite on parle de tout ça. Donc let's go les gars. Oh là là, Gapadre toujours, hein. Jamais tu veux les laisser tranquilles, hein. Allez, c'est parti. En ce monde, les coïncidences n'existent pas, et petit à petit, le destin prend lentement mais inexorablement forme autour de la silhouette monstrueuse de Bartholomew Kuma, l'homme à l'origine de la destruction du monde. Tout était prévu depuis plus de 15 ans, alors préparez-vous à vivre la plus grande guerre de tous les temps. Pirates, marine, le bien et le mal, ces notions ont été interchangées bien trop de fois. Et ce sera la toute dernière. Si vous pensez avoir loupé des informations importantes ou si vous êtes perdu dans la chronologie des événements, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous expliquer dans notre analyse du chapitre 1100 de One Piece. Alors là, s'il y a un truc que je peux dire sur le Mont Corvo et que j'aime bien, c'est exactement là ce qu'ils vont faire. C'est nous redonner toutes les informations qui se sont passées dans le monde à peu près à cette époque et en lien avec les événements actuels. Et ça, on peut que les féliciter parce que c'est une masse colossale de travail qui va me permettre, moi, par exemple, de pas... T'es dur, Gapadre, t'es dur. Mais en tout cas, de pas... tout simplement de me rappeler de certains trucs, par exemple, que j'aurais pu souvenir, tout simplement, même si c'est rare. On verra, je vous dirai à la fin si ils m'ont rappelé quelque chose ou pas du tout. Alors, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à... Allez les gars, abonnez-vous. D'ailleurs, on fait comme d'hab. D'ailleurs, Goji, je l'ai pas fait, je vais le faire. On envoie de la fort les gars, faites-le, ouais, ça coûte rien, regardez comment c'est rapide. Ouais, Goji. Et allez, même Rio, il a le droit. Un petit truc là, j'ai pas le temps de commenter, je le ferai plus tard. Mais envoyez de la fort, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, c'est en 2-2. Et pour commencer, je vous propose une petite escale au royaume de Clover. Non, 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 pas le royaume de Clover. Retour. On passe même l'intro, on va directement à la vidéo. Mon Corvo les gars. Let's go. Alors, nouvelle vision de l'œuvre. T'abuses, toi ton taf c'est de React. De quel taf tu parles? À la limite le montage, ça c'est du montage. Abonnez-vous. À Rio, Sony. Ah ouais Sony. Les gars, envoyez de la force à Sony aussi. Vas-y frère, tu te rends pas compte toi, le taf qu'il y a derrière. Je dois tout vous rappeler à chaque fois là dans les commentaires et tout. Là vous suivez pas, là je suis obligé tout le temps de vous rappeler tout. Et en plus je dois m'appuyer sur les faits réels et tout. C'est dur gros, les gens ils croient que c'est facile. Ouais, je suis œuvre de 25 ans analysée, c'est dur. C'est vraiment dur. Brûlant d'un feu ardent, le jeune homme, qui ne voulait vivre aucun regret, consuma son espérance de vie si vite que sa flamme fut transmise à la génération future. Ainsi, Portgas the Ace, qui nous avait quittés trop tôt, bénéficiera d'un développement post-mortem, et c'est paradoxalement après sa mort que nous apprendrons à connaître sa vie. En effet, que ce soit à Dressrosa avec le Mera Meranomi, à Wano Kuni avec Otama et Yamato, et aujourd'hui sur Egghead Island avec le flashback de Kuma, jamais le fils du roi des pirates n'aura été aussi vivant que dans le Nouveau Monde. Et il ne serait pas étonnant que nous en apprenions encore plus durant l'arc d'Elbaf, où le point ardent s'était déjà rendu pour rencontrer l'empereur Shanks le Roux. Le one-shot La Renaissance de Ace par Boichi le confirmant en dessin.
Si nous savions déjà depuis le chapitre 552 via les paroles d'Edward de Newgate que Ace avait reçu la proposition de rejoindre l'ordre des 7 grands corsaires, nous ignorions que c'était parce que il avait à l'époque Toujours une balle renversé perdue, toi. celui qui en détenait le titre. Oui, comme son petit frère après lui, l'insolence d'Eddie, âgé de 17 ans seulement, aime bien faire tomber des grands corsaires. Ainsi, nous apprenons aujourd'hui que Bartholomew Kuma est devenu grand corsaire en prenant en réalité la place de quelqu'un, un Shichibukai inconnu au bataillon. Si, à première vue, l'on peut penser que Kuma remplace le paladin des mers Jinbei après son affrontement contre Ace au On a vu que c'était chapitre pas possible. 552, je vous rappellerai que Jinbei est resté corsaire bien après. Johnny en fait même la référence durant l'arc d'Arlong Park. En effet, Jinbei décida de quitter l'ordre des Shichibukai en refusant la convocation du gouvernement mondial à rejoindre Marineford. Un ordre tout simplement inconcevable pour le paladin des mers qui, rappelez-vous, a une dette immense envers celui qui a mis l'île des hommes poissons sous sa protection. C'est donc par fidélité envers Edward de Newgate que Jinbei se fera emprisonner à Impel Down, puis donnera sa décision finale à l'amiral Sengoku au chapitre 557, avant d'être remplacé par Baggy le clown, tout comme Sir Crocodile fut lui remplacé par Marshal Dittich, Une petite passion, avant c'est que un ce bon gars, dernier je l'aime bien. renonce à son titre pour être remplacé par Edward Weeble, pendant que Moria lui fut remplacé par Trafalgar Law. Oui, le chapitre 1100 s'amuse un petit peu avec la chronologie des événements. Voici donc, pour mieux vous situer, un schéma des 3 générations de grands corsaires connus en 4 ans. Comme nous pouvons le constater, uniquement Dracul Mihawk et Boa Hancock auront survécu jusqu'à l'abolition de leur titre, et seul un Shichibukai demeure aujourd'hui inconnu. Parce que le feu, ça brûle, il est légitime de se demander si ce grand corsaire mystérieux ne serait pas le fameux homme à la marque de feu, brûlé donc par le Mera Mera no Mi de Ace, ce qui permettrait une nouvelle fois de faire vivre le point ardent jusqu'à la fin du manga, ce dernier aidant indirectement. Ah bah, par contre, je comprends pas là. Là, le Mont Corvo, en fait, le Mont Corvo, ça fait, je crois, 3 semaines, 4 semaines, ils arrêtent pas de défendre le fait que c'est Dragon, l'homme à la marque, à la brûlure. Et là, du coup, ce serait quelqu'un d'autre. J'ai pas capté. Petit frère à atteindre Loftale, en marquant donc de son feu celui qui détient aujourd'hui le dernier rod poneglyph. Même si ce serait beaucoup plus stylé que ce soit Dragon. Plus que jamais, Ah, ok. le flashback de Kuma permet donc de revisiter une nouvelle fois la géopolitique de One Piece. Et qu'est-ce que c'est grisant, voir que tout tient la route, que tout est cohérent et surtout très vivant. Une force propre à Eiichiro Oda qui prend soin depuis 26 ans de construire son monde, ses paysages et ses personnages. Le tout dans le désordre, et aujourd'hui, les pièces du puzzle s'assemblent. C'est donc grâce au prisme de l'ours que l'auteur en profitera intelligemment pour approfondir son magnifique world building, et en dépoussiérant son flamant rose, son serpent, son faucon et son crocodile, en donnant à tous ces personnages le charisme qui leur avait été peut-être pour certains dérobé durant les premières années d'écriture. La dégaine de Doflamingo, je crois que c'est c'est un des meilleurs passages de Doflamingo. Wesh, comment il marche et tout, ça m'éclate. Up donc magnifique pour Doflamingo depuis sa première apparition aux côtés du boucanier au chapitre 234. De son côté, Mister Zero fera une magnifique référence au Fool, navire du Baroque Works qui, grâce à sa longue cheminée, pouvait envoyer un grand nombre de dense powder et ainsi créer la pluie. Un élément crucial qui permettait littéralement de faire danser le peuple d'Alabasta, décidant à la fois de ses joies comme de sa misère, en contrôlant tout simplement la pluie comme la sécheresse de tout le pays. Un navire qui sera par la suite confisqué par la marine et plus précisément par les colonels Smoker et Ina au chapitre 222. Une occasion d'observer une nouvelle fois Miss All Sunday durant ses sombres années au Baroque Works. Toujours très... D'ailleurs, je vous ai pas dit les gars, mais est-ce que vous vous rendez compte que Robin, elle a passé plus de temps avec Crocodile qu'avec Luffy? Truc de ouf. Est-ce que vous, si je vous dis que Robin a passé plus de temps avec Dragon que Luffy, vous y croyez ou pas? Gros, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Là, je suis choqué en vrai. Turn, Dracul, Mihawk et Monkey D. Dragon, eux, resteront silencieux, ce qui permettra à Sabo de s'exprimer et
c'est là que ça coince. En effet, victime d'amnésie rétrograde, le commandant de l'armée révolutionnaire ne se souvient donc pas de son frère jusqu'à ce qu'il découvre sa mort dans le News Economic Journal. Un choc émotionnel si fort que tous ses souvenirs reviendront après la guerre de Marineford. Bah oui. Pourtant, nous savons aujourd'hui que Ace, par ses exploits, était bien mentionné plusieurs fois dans les journaux sans provoquer la moindre étincelle de mémoire chez Sabo. Même si le facteur décès est important, le découpage du maître nous montrait à Dressrosa que c'était avant tout le visage de Ace dans le journal qui réveillait les souvenirs de Sabo. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Petite faiblesse d'écriture ou coïncidence? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Non, j'ai vu sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça là. Moi, je trouve pas du tout. Pour moi, c'est le décès de Ace. En plus, on le voit bien dans l'épisode. On vous a dit, les épisodes, c'est complémentaire au manga. C'est-à-dire que le manga, il va te donner des informations et les épisodes, ils vont confirmer, ils vont appuyer certains moments pour que vous compreniez plus facilement, tu vois. Et dans les épisodes, on voit bien qu'en fait, il voit Ace. Et après, il dit Ace au poids ardent. Mais oui, mais attends. Il me dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il savait déjà qu'il existait. Il n'était pas inconnu. C'est pas il a vu le visage et il a dit quoi, mais ce visage, je le reconnais. Il dit pas ça. Et du coup, dans les épisodes, on voit très bien. Et c'est que après qu'il dit mais attends, il est mort. Mais attends, il est mort. Et après, là, ça le décoince. Là, moi, je trouve pas que c'est une faiblesse d'écriture. Les gens, ils sont trop durs, hein. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur le sujet, car si on parle de Ace, on doit bien évidemment parler de Barbe Blanche. Et si absolument personne n'était prêt pour le retour d'Alvida, la plus forte des pirates, c'est surtout ces paroles qui vont nous intéresser. Rappelez-vous, au chapitre 1095, nous apprenions que Kuma faisait partie de la race des boucaniers, et nous émettions alors l'hypothèse que Barbe Blanche en était également un. Attention, extrait. Une race qui, comme Zunesha, aurait commis un crime il y a 800 ans. Une race qui posséderait, selon Imperio Ivankov, du sang de géant, expliquant enfin la taille et la force démesurée de Kuma. Et ce que, alors, Edward Newgate n'en était pas un également. Terriblement puissant depuis tout petit et partageant avec les boucaniers des traits identiques comme le menton et les pommettes, mais surtout une taille immense, lui n'aurait pas pu être capturé par le gouvernement car protégé par les Rox pirates. Comme Barbe Blanche est mort, cela fait donc de Kuma, comme le dit Saturne dans ce chapitre, le dernier survivant de sa race. Haut de ses 6,66 m, proche des 6,80 m de Kuma, les deux ont des traits de visage très similaires, adultes comme enfants. Et c'est Alvida qui le confirme. Toujours sur le ton de l'humour, l'auteur nous... Là, le petit rapport avec les trucs, j'ai trouvé un petit peu bizarre. Il me semble que Saturne n'avait pas dit ça dans le présent, il avait dit ça dans le passé, quand il était à God Valley. Et à God Valley, Barbe Blanche était bien vivant et il va encore rester vivant pendant longtemps. Et du coup, dans le présent, on n'a pas d'informations par rapport au boucanier. Du coup, j'ai pas compris. Après, pour moi, il y a un monde où comment il s'appelle, Barbe Blanche, ça peut être un boucanier, tu vois. Mais en fait, je me pose des questions à chaque fois. Parce que quand on voit la taille, on voit Big Mom qui pourrait potentiellement être une géante, c'est pour ça qu'elle est gigantesque. Kaido, lui, c'est un Oni, donc forcément, il est gigantesque par rapport à ça. Mais Barbe Blanche, on n'a pas d'explication. Par contre, il y a un monde où Barbe Blanche est boucanier. Après, est-ce que ça a un intérêt scénaristique maintenant qu'il est mort? Je sais pas du tout. Peut-être que c'est un secret qu'Oda gardé sous le coude pendant longtemps. Après, à voir en vrai, je sais pas si ça va avoir un intérêt en fait. Indiquerait donc que Barbe Blanche était bel et bien un boucanier que le gouvernement mondial n'a jamais réussi à contrôler. Et le plus touchant, c'est que tout cela expliquerait la volonté de l'empereur à créer une famille sans lien de sang, une famille non biologique. Rappelez-vous, c'était la crainte ultime de Kuma, ce qui l'a empêché de se marier avec Ginny, subir le sort de ses parents et voir ses enfants réduits en esclavage. Voilà pourquoi Edward Newgate cherchait donc une famille à tout prix, car il ne pouvait pas avoir la sienne. Il décida alors de devenir un fils de la mer et d'élever tous les orphelins de Grand Line, de tous les aimer équitablement, du plus stupide au plus vicieux et du plus fort au plus téméraire. Obligé de corriger. Du coup, ouais, c'est vrai. Barbe Blanche, c'est vrai qu'il pourrait peut-être pas avoir une famille, même si en vrai, pour moi, il y a grave possibilité qu'il aurait pu avoir une famille. Et peut-être d'ailleurs qu'il a vraiment été avec Stussy et qu'il a vraiment un fils, on sait pas. Hein.
Par contre, ça pourrait expliquer pourquoi Barbe Blanche voulait absolument une famille, mais ça explique aussi, enfin il y a un autre truc qui pourrait l'expliquer, c'est le fait qu'il était dans son village, et que dans son village natal il était orphelin, et d'avoir subi les attaques de pirates, etc., etc., ça l'a peut-être forcé aussi à avoir une famille, parce qu'il en avait pas tout simplement. Donc je sais pas si c'est un argument de taille, tu vois, il y a plein de choses qui pourraient justifier ce fait-là.